Merci. Il faut que je me rapproche parce que le micro. Voilà. Merci. C'est bon. Bien, je vous remercie tous d'être là. C'est bien probablement au moins la troisième fois que vous subissez une conférence de ma part dans ces lieux. Conférence organisée en collaboration avec l'IRMC, dont je vous remercie particulièrement l'IRMC, et bien évidemment les gens de la Bibliothèque nationale, parce que sinon je ne pourrais pas parler ici. Alors, je pourrais parler pendant des heures, je ne sais pas combien de temps je m'accorderai, on m'accordera, ou on supporterait. C'est une question de terminologie, puisque plusieurs vous m'ont posé, qu'est-ce que ça veut dire question? Question dans le sens que nous lui donnons, peut-être pour l'enquête que j'ai faite sur le plan de la linguistique, c'est un terme qui semble apparaître après 1815. Et la première question que j'ai repérée, c'est la question grecque qui suit la révolte grecque de 1821, et puis ensuite on trouve la fameuse question d'Orient, dont j'ai daté l'apparition en français et en anglais vers 1832-1833, et puis ensuite vous avez une multiplicité des questions. La question juive, Marx a la question juive, c'est 1840, si vous vous souvenez. Vous avez la question sociale, la question religieuse. Tout ça, ce sont des termes du XIXe siècle qui sont encore utilisés de nos jours. Donc déjà dans l'idée de question, il y a souvent l'idée que c'est un gros problème qu'on n'arrive pas à résoudre et qu'on se transmet de génération en génération. Ensuite, la question qui se pose ici, c'est le côté exceptionnel du dossier palestinien. Il est exceptionnel tout simplement parce qu'ailleurs dans le monde, des atrocités semblables ou bien pires ont lieu, soyons clairs, dans le silence des nations. Je peux penser par exemple à ce qui se passe au Soudan, qui n'est pas très loin. Vous avez le 7 octobre, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, au Soudan. Et vous avez aussi, par exemple, la RDC, la République démocratique du Congo, où vous avez des terribles atrocités qui se déroulent. Donc, la première question que l'on peut se poser, qui sera un peu aussi un sens de cet exposé, c'est pourquoi cette exceptionnalité. Et c'est là, évidemment, un terme essentiel. On a déjà décapé une première couche, et on voit très bien que derrière les mots Palestine et Israël, il y a un autre mot derrière, qui est celui de Terre Sainte. Et c'est donc la poursuite d'une question de Terre Sainte qui pourrait commencer il y a 3 millénaires, si on prend l'arrivée des Juifs, ou l'arrivée mythologique des Juifs en Palestine, puisque l'archéologie et les historiens pensent qu'il n'y a jamais eu de captivité d'Égypte, et que la naissance du peuple juif est endogène en Palestine à la fin du 2e millénaire avant notre ère. Et puis ensuite, évidemment, vous avez le christianisme. Et le christianisme, c'est intéressant parce que ça nous signale quelque chose. Tant que les chrétiens n'arrivaient pas à avoir le contrôle de cette terre, ils l'ont projeté dans l'air, si je puis dire. C'est la notion de Jérusalem céleste, quand la Jérusalem terrestre n'est pas disponible, n'est pas accessible. Mais en revanche, dès qu'ils l'ont eu, c'est-à-dire à partir de la conversion de Constantin, à ce moment-là, on est revenu à une Jérusalem terrestre. Et c'est l'impératrice Hélène, c'est dans la tradition de la mère de l'empereur Constantin, qui a fait la première exploration de la Terre Sainte pour identifier les lieux saints chrétiens.
et une grande partie de la topographie chrétienne des lieux saints est issue de l'équipe, si on peut dire, de Saint-Père. C'est là, elle qui a dit qu'il a où il y a le Saint-Sépulcre, là où il y a la Via Dolorosa, etc. Les archéologues peuvent avoir quelques doutes sur ces identifications, et de toute façon, on continue de produire industriellement des lieux saints. Les protestants étant absents du Saint-Sépulcre, ils en ont trouvé un autre à Jérusalem. Les autres s'étaient trompés, c'était eux qui avaient raison. Mais pour des raisons bassement touristiques, l'Orion de Jordanie a créé ces dernières années un nouveau lieu saint sur le Jourdain pour montrer que c'était là où Jésus a été baptisé. Le but étant essentiellement d'attirer des pèlerins chrétiens, dont des devises au royaume hachémite. Donc ça, si vous avez l'arrivée de l'islam au 7e siècle, alors il s'est passé beaucoup de choses très compliquées, d'autant plus que le 7e siècle est une période assez obscure. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que l'islam dès le 7e siècle a récupéré l'héritage de l'histoire de la Palestine, ce qu'on appelle les Israélites. Et ça n'a d'importance aujourd'hui que parce que ce sont les musulmans du 7e et 8e siècle qui ont fait les identifications bibliques qui reposent encore quand même aujourd'hui, l'escalade des mosquées, le tambour des patriarches, etc. Tout ça, ce sont les identifications musulmanes. Et donc, de ce fait, les mouvements sionistes revendiquent des lieux saints qui ont été définis comme lieux saints par les musulmans. C'est un facteur de tension supplémentaire. Alors ensuite, évidemment, vous avez le fait que quand la Palestine redevient saisissable, l'enseigne de son empire. Et c'est le sens des croisades du XIe siècle, à la fin du XIe siècle, à partir du moment où les États francs d'Europe avaient la possibilité d'émettre une projection, ils sont allés. Sinon, ils ne s'intéressaient pas à la Palestine, ils allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, on reviendra tout à l'heure dessus, c'est une personne qui attire irrésistiblement les violences et les combats, parce que les descendants de 3 religions monothéistes ont des ambitions sur cette terre. Mais plus concrètement, la question de Palestine aujourd'hui se trouverait dans la conjonction, on pourrait plutôt dire, la conflagration de plusieurs problématiques historiques. Paul Venn parlait souvent de concaténation des causes, et il disait qu'un événement, par exemple la chute de l'Empire romain, était produit de plusieurs concaténations de causes. Alors la première cause, évidemment, c'est la constitution de la modernité occidentale à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et on pose pour la première fois dans l'histoire que les hommes naissent libres et égaux en droit. Proclamation des droits de l'homme du 26 août 1789. Du coup, la première question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on va faire des non-chrétiens? Puisqu'ils sont libres et égaux en droit, il faut les émanciper. Et donc, en 1791, l'Assemblée nationale constituante émancipe les Juifs de France. Et il les émancipe selon le principe, déclaré officiellement à l'époque, tout leur reconnaître en tant qu'individu, tout leur refuser en tant que nation. C'est-à-dire nation ici à sens de communauté. Il faut se rappeler que la doctrine fondamentale de la Révolution française est l'existence d'une relation unique et singulière entre l'individu citoyen et l'État. Il n'y a pas de corps intermédiaire. C'est le sens de la loi de Châteaubriand, par exemple. Le refus des corps intermédiaires. Alors ensuite, on est revenu sur les corps intermédiaires, mais la doctrine officielle, elle est bien là. Et à partir de ce moment-là, on a l'émergence de la société des individus. Société des individus égaux en droit, mais le passage
vers la structure de société des individus n'est pas facile. Si on prend le cas des Juifs d'Europe, à l'ouest, ce sont les armées napoléoniennes qui émancipent à fur et à mesure qu'elles progressent vers l'est de l'Europe. Ça fait partie du bagage napoléonien, même si on peut dire que par ailleurs Napoléon était plutôt antisémite selon les critères d'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que code civil français, comme Napoléon, c'est la libération des individus. Mais à ce moment-là, dans cette société des individus, va se poser la notion de collectif. Ce collectif s'appelle la nation. Et là, on passe plus de notion de nation en tant que communauté, mais en tant qu'ensemble global, c'est le livre de la nation de la bataille de Pavie, 21 septembre 1792. Et à partir de cette nouvelle idée de nation, nous avons évidemment le nationalisme. Et ce qui se passe à travers la non-19e siècle, qui est appelé socialisme idéologique, c'est la destruction des identités anciennes et la constitution des identités nouvelles qui sont celles définies par la nation. Alors la seconde causalité, la seconde concaténation, c'est l'extension européenne, qui évidemment a commencé bien plus tôt. On peut la faire commencer au Portugais dans l'Atlantique vers 1450. Et puis ensuite, Vasco da Gama, qui passe à, c'est à son nom, 1498, le cap de Bonne-Espérance, et les Européens arrivent dans l'océan Indien. Mais à cause d'un certain Christophe Colomb, les Européens s'intéressent essentiellement aux Amériques. Ils ne font que du commerce en Asie. Alors, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les Européens ont rapidement la conviction que la période européenne de l'histoire du Nouveau Monde est en train de se clore. Et à ce moment-là, ils vont retourner la puissance vers l'ancien monde. Alors, techniquement parlant, les historiens travaillent beaucoup sur cette question. Je suis de ceux qui pensent que le moment clé essentiel, c'est la guerre de 7 ans, 1756-1763, que vous n'ignorez pas commencé en Amérique et qui a lieu aussi en Inde, pas seulement en Europe. La guerre de 7 ans est la première guerre mondiale, dans la mesure où les Européens se battent sur 3 continents. Entre 1756 et 1763, les Français perdent le Canada, et dans la foulée, les Anglais vont perdre les 13 colonies dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Quand vous regardez les traités géopolitiques des essayistes des années 1770-1780, ils vous disent c'est fini, l'Europe quitte le Nouveau Monde. Voilà. Les colonies qui sont là, c'est-à-dire surtout les colonies espagnoles et portugaises, elles vont devenir indépendantes comme l'Amérique et du Nord est devenue indépendante. Et à ce moment-là, dans les discours des géopoliticiens, l'orientation est on va vers l'ancien monde. Pourquoi on va vers l'ancien monde? C'est parce qu'on peut. Parce que militairement, très brutalement, et c'est encore une énigme de l'histoire liée à la guerre de 7 ans, les Européens sont maintenant en situation d'hyperpuissance. Ils peuvent projeter à des milliers de kilomètres des forces armées qui battent les forces armées des grands empires. C'est comme ça, et la démonstration est faite de 1756 en Inde, où l'Angleterre a fait la conquête du Bengale, et ensuite est en train de constituer ce qui deviendra le Raj, c'est-à-dire l'Empire britannique de l'Inde. Donc, détournement de l'expansion européenne vers l'ancien. Mais il faut aussi prendre en compte que cette expansion européenne n'est pas simplement géographique, elle est temporelle. C'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre Le bassin inclusif. Elle est temporelle dans la mesure où c'est à partir de 1750 que la pensée européenne s'inscrit dans une problématique du progrès.
Et très vite, pour les auteurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'Orient, dans sa globalité, apparaît comme l'équivalent du passé de l'Europe. Mais si l'Orient est le passé de l'Europe, l'Europe est l'avenir de l'Orient. Donc, pour la première fois, vous allez avoir une expansion qu'on appellera, pour simplifier les choses coloniales, qui est en même temps une expansion qui est orientée vers le futur, dans un discours qui sera ensuite la modernité, le développement, l'évolution, toutes les flèches qui entourent le colonialisme européen sont des flèches temporelles dirigées vers le futur, ce qui n'était pas le cas avant 1750. Plus concrètement, dans cet espace, dans l'espace ottoman, je vous ai dit, les Anglais sont emparés de l'Inde. Et très vite, c'est-à-dire 1791, et on dit « touche pas à la route des Indes ». Et à partir de ce moment-là, ils vont bloquer tous leurs adversaires, tous leurs compétiteurs, vers cette orientation. C'est le sens de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, 1798-1800, même si Bonaparte est resté qu'un an, 15 mois, c'était viser l'Inde. Et donc, touche pas à la route de l'Inde, ça veut dire donc que les Européens vont faire une espèce de deal, si vous voulez, qui couvre tout le 19e siècle, un marché en français, qui est que la partie balkanique de l'Empire ottoman, où les chrétiens sont majoritaires, les peuples sont majoritaires, est destinée à devenir indépendante. La partie africaine de l'Empire ottoman, où il n'y a pas de chrétiens, est destinée à devenir colonisée. Et ce sera fait jusqu'à 1912, même au-delà. Et la partie centrale de l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Égypte, les provinces arabes, et l'Anatolie, dans la mesure même où c'est la route de l'Inde, vous aurez une tutelle collective des puissances européennes sur cet espace. C'est ce qu'on appellera au XIXe siècle le concert européen. Et les grands congrès européens du XIXe siècle sont là pour le sujet, en particulier le congrès de Paris 1856 et le congrès de Berlin de 1878. Alors, troisième point, c'est le passage de l'Empire ottoman aux États nationaux modernes. Il faut bien voir qu'assez rapidement, disons à partir des années 1820-1830, l'Empire ottoman, il adopte la flèche de la modernité, donc l'orientation vers l'avenir, et dans un développement économique, libéralisme, etc. Et là aussi, progressivement, les structures traditionnelles identitaires s'affaissent, se désagrègent, non sans violence, mais en particulier par l'émancipation des non-musulmans, qui à l'époque essentiellement l'émancipation de chrétiens. Mais comme les chrétiens sont dans la clientèle politique des puissances européennes et que par ailleurs ils sont déjà structurés en communauté, il n'est pas possible de dissoudre les communautés comme on l'a fait en Europe. D'où le fait que, contrairement à l'émancipation européenne, l'émancipation des non-musulmans se fait sous le slogan pareil, tout leur reconnaître en tant que communauté, tout leur refuser en tant qu'individu. Et ça vous donnera la naissance de la communauté confessionnelle au Proche-Orient, et en particulier donc, ce qu'on appellera progressivement le confessionnalisme politique. Et c'est une conséquence des édits d'émancipation, dont le plus important c'est l'édit impérial de 1856, rédigé dans le contexte de la fin de la guerre de Crimée. Alors au passage, on émancipe les Juifs. Bon, ils n'ont pas de patriarche comme les chrétiens, c'est pas grave, on leur en fourguera un grand rabbin de l'Empire ottoman, cherche qui n'avait jamais existé avant 1856, c'est-à-dire qu'on leur applique le modèle des églises chrétiennes. Alors, tout ça me ramène ensuite en Europe, au tournant des années 1880. Alors là, c'est une période extrêmement compliquée,
disons pour simplifier bassement les choses, 1880, c'est l'épuisement du libéralisme européen. Il s'arrête géographiquement après le congrès de Berlin. C'est-à-dire, par exemple, les Juifs sont émancipés à Berlin dans les pays comme la Bulgarie ou la Serbie, mais pas en Roumanie. Les puissances européennes essayent d'imposer l'émancipation des Juifs en Roumanie, mais les Romains résisteront jusqu'à 1920 à l'émancipation des Juifs. Et puis surtout, en 1880, vous avez naissance de nouveaux courants de pensée qui, malheureusement, sont extrêmement étrangement aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé jadis l'authentitarisme. Dans les nations qui sont maintenant constituées en Europe, avec un discours fondé sur l'histoire, vous avez plusieurs visions des choses. Si vous êtes dans l'espace germanique, la nation va être définie par l'histoire, par la culture et par la race. Et de plus en plus, la vision allemande sera une vision raciale. De l'autre côté du Rhin, chez les Français, au contraire, on accentue le caractère politique de la nation. C'est-à-dire une politique d'adhésion, c'est la formule célèbre de Roland. La nation est un plébiscite de tous les jours. Dans ce cadre-là, vous voyez tout de suite que le sujet en question, c'est l'Alsace-Lorraine. Si vous êtes dans la vision allemande, vous avez le Rhin et les Alsaciens sont des Allemands. Racialement, ils sont allemands, culturellement, ils sont allemands, linguistiquement, ils sont allemands. Tandis que les Français, eux, vous n'arriverez jamais à trouver une race française. On a bien essayé, mais on n'a jamais réussi à trouver une race française. Même dans les manuels de géographie des années 1950, il y avait 3 races en France. Il y avait la nordique, l'alpine et la méditerranéenne. Je signale que les Arabes étaient classés dans la Méditerranée. Donc, c'est loupé. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe à l'Est de l'Europe? La première formule de la nation. La troisième formule de la nation, qui est la formule à 3 corps, si je veux dire, ou à 3 aspects. Pour être une nation, il faut 1, une langue, 2, un État qui a existé dans le passé, peut-être aujourd'hui, mais déjà dans le passé, et 3, une religion commune. C'est les 3 critères de la nation. Donc si vous êtes grec, vous parlez le grec, vous êtes religion grecque orthodoxe, et vous avez l'héritage de la Grèce antique. Platon, on va souvent l'appeler le philhelléniste, tout ce que vous voulez. Si vous êtes serbe, vous avez la religion orthodoxe, la langue serbe, et l'héritage du royaume de Serbie médiéval. Si vous êtes bulgare, vous avez la langue bulgare, l'ancien empire de Bulgarie médiévale, et la religion orthodoxe. Si vous êtes roumain, vous avez un royaume de Roumanie, une religion orthodoxe et une langue latine. Le roumain n'est pas une langue slave. Ainsi, si vous êtes polonais, pour un polonais, catholique, descendant du royaume de Pologne, assez récemment, sa disparition, et parler le polonais. Dans tout ce mélo, il n'y a pas de place pour les juifs. Puisque, par définition, il leur manque toujours la case religion, puisqu'ils sont de notre religion. Ils sont donc considérés comme des étrangers dans les nouvelles nations qui sont en train de s'imposer. Alors, pour les millions de juifs qui sont dans ce territoire à l'est de l'Europe, on a appelé pour simplifier les choses le Yiddishland, plusieurs solutions s'y proposent. La première, c'est de rester sur place en devenant de plus en plus religieux. C'est le judaïsme orthodoxe ou ultra-orthodoxe. La seconde solution, c'est de partir vers les Amériques. C'est simple,
À partir de 1880, vous pouvez prendre le train à Ploutsk en Ukraine, et en 2 ou 3 jours, vous arrivez à Hambourg, et à Hambourg, vous embarquez sur un bateau de Hambourg America, et disons qu'en quelques jours, vous êtes à Ellis Island, à l'entrée de New York. En gros, pour simplifier les choses, il faut 15 jours pour aller de Ploutsk à Ellis Island. C'est facile. C'est le monde de Jules Verne, attendez-vous, en 80 jours. Ceux qui parlent pas en Amérique, du Nord ou du Sud, parce que si on continue le trajet, on peut arriver jusqu'en Argentine, ce qui se fait. Vous avez la solution de la révolution marxiste. Alors, soit vous entrez au parti bolchevique, c'est-à-dire par exemple des gens comme Trotsky, soit vous entrez dans un parti socialiste intégralement juif, yiddishophone, c'est le Bund, qui est marxiste, révolutionnaire, mais concentré. Alors là, le Bund, et puis ce qu'on appelle un peu au-delà les austro-marxistes, définissent la possibilité d'une nation sans territoire. Bon, c'est des choses tout à fait encore intéressantes aujourd'hui. Et puis vous avez un petit groupe dans cette masse-là qui, lui, prend la solution des 3 critères. Mais simplement, il faut les créer. La religion, ils ont du judaïsme. Mais bon, le judaïsme méfie beaucoup de ces gens-là parce que ça fait donner à Dieu, par aux hommes, le rôle que Dieu doit avoir. Donc les rabbins sont très hostiles à ce courant de constitution politique. La seconde groupe, c'est une langue. Voilà. On ne va pas prendre le yiddish. Ça, c'est les gens des Boules qui font du yiddish. On va créer une langue nouvelle qui est l'hébreu moderne. Et puis, il n'y a pas de territoire. Enfin, on n'a pas de royaume médiéval hébreu en Europe centrale orientale, mais il y a eu des États juifs en Palestine dans l'Antiquité. Donc le sionisme correspond exactement aux cases du projet à 3 corps ou à 3 formules, à 3 définitions, mais en allant aux extrêmes. On n'a ni la langue, ni le territoire, ni la religion, et le mouvement sioniste invente les 3. Ce qui est un effort de volontarisme absolument extraordinaire, mais qui explique aussi un peu le caractère tordu des premières générations de sionistes, parce que d'un côté, ils inventent un monde secret, c'était très typique, ils se donnent tous des noms hébraïsants, au lieu de s'appeler Bloom ou Birnenfeld, ils prennent Bar Zohar, Bar Taba ou Bar Machachouette, parce qu'ils changent d'identité, ils changent de peau, etc. Là, maintenant, l'autre acteur, les Palestiniens. Qui sont-ils? Bon, alors, à l'époque des nationalistes palestiniens, dans les années 60-70, ils disaient « nous sommes tous cananéens ». Ce qui n'est pas faux, a un sens, puisqu'il y a quand même une continuité du peuplement depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Disons que vous avez dans la composition humaine palestinienne, évidemment, les descendants des habitants de la Palestine de l'Antiquité, y compris juifs, avec une caractéristique supplémentaire, c'est qu'assez souvent, ces descendants ont fait une double conversion. Ils ont d'abord se sont convertis au christianisme dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, en particulier à l'époque byzantine, et puis ensuite ils se sont convertis à l'islam à partir du 8e siècle. Et beaucoup de juifs se sont convertis à l'islam au 8e siècle. Dans le 7e et 8e siècle. Donc là, c'est l'héritage. Alors, si ajoute, pour la cuisine, une pincée de bédouins, parce qu'il y a toujours des bédouins un peu d'Arabie qui viennent là dans les mouvements, les grands mouvements des tribus, et on a jusqu'au 19e siècle des bédouins qui arrivent, des Kurdes qui arrivent plutôt à l'époque des croisades avec Saladin, etc. J'ai vu des tombes de chefs kurdes à Jérusalem, du XIVe ou du XVe siècle, des Arméniens qui arrivent dans les bagages de l'armée ottomane au XVIe siècle.
Donc ça, ce sont à peu près les composantes du peuplement palestinien de ce point de vue. Alors, ils sont d'abord les défenseurs de la Terre Sainte. La tradition musulmane dit que c'est Saladin qui a donné ordre au peuple musulman de Palestine, c'est-à-dire la Terre Sainte, puisque le mot Palestine avait disparu, pour la Terre Sainte, de même que Jérusalem était devenue la Quds. La Palestine devait être une barrière contre le retour des croisés. Les musulmans ignoraient que c'était des croisés. Vous voyez, les pèlerins. Le mot Salibiyyin n'apparaît en arabe qu'à partir de 1860, 1870. Ils avaient la défense contre un retour des Francs. Les Francs n'étaient pas loin d'abord, mais c'était jusqu'au 7e siècle à Chypre. Et puis ensuite, ils ont été progressivement repoussés jusqu'à la Crète. Ça qui nous explique deux choses. D'abord, si vous promenez au Proche-Orient, il n'y a pas de muraille moderne. Il n'y a pas de forteresse moderne. Elle s'arrête à la fin du Moyen-Âge, le krach des Chevaliers, etc. Ce sont des forteresses terminées Malouques. Vous ne trouvez des forteresses de type moderne, qu'on dit en français à la Bourbon, qu'en Grèce, parce que c'était la ligne de front avec Venise et avec les fonds de façon plus générale. Donc les musulmans de Terre Sainte sont les défenseurs de la Terre Sainte. Et puis une précaution supplémentaire, les Mamelouks ont décidé d'interdire le rivage palestinien à un retour offensif des chrétiens, c'est-à-dire donc, ils ont détruit les villes côtières, mettant juste des petits ports. Jaffa ou Haïfa, c'est 1500 habitants à l'époque ottomane classique, pour interdire justement un retour offensif. Il faut attendre le contraire qui se produit à partir de 1750, où les Ottomans changent de politique et rouvrent le rivage méditerranéen avec la montée en puissance de Acre à partir de 1750, 1760. Mais surtout, si le littoral n'est pas peuplé, c'est pas seulement parce que les Ottomans ne veulent pas de retour des croisés, c'est parce qu'il y a l'arrivée du PAG, du petit âge glaciaire, et surtout de l'hyperpag. Donc l'hyper petit âge glaciaire qui arrive avec une brutalité aux alentours de 1600 en Méditerranée. L'hyperpag. Imaginez en 1652 ou 1603, le Bosphore est sous la glace. Et les gens traversent à pied l'Europe en Asie. Toute la région, toute la Méditerranée connaît la même évolution. Et surtout dans l'hyperpag, puisque c'est le vocabulaire aujourd'hui des historiens, l'hyper petit âge glaciaire, dans l'hyperpag, vous avez quelque chose qu'on est en train de connaître aujourd'hui comme sans averse, c'est-à-dire les grands épisodes méditerranéens, les pluies qui d'un seul coup vous inondent des nouvelles 50 cm d'eau chez vous, etc. Ce qu'on a maintenant avec le réchauffement, mais qui, par le refroidissement, se produit aussi. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans les littoraux, dans les vallées? La Xème fois que vous êtes inondé, vous en avez marre, partez. Et vous montez où? À l'endroit où vous n'êtes pas inondé, c'est-à-dire sur les hauteurs. Et partout en Méditerranée, si c'est une balade en Espagne, en France, etc. Dans les rangs de l'hyperpag, les paysans quittent les rivages pour monter sur les hauteurs. Parce qu'ils savent très bien que quand on est en haut des montagnes, l'eau elle descend donc elle ne l'inonde pas. Ce qu'on a oublié en France ou ailleurs, et donc régulièrement ensuite, aujourd'hui, l'interrégion est sous les eaux de Paris. Nos ancêtres les avaient compris qu'ils n'allaient pas s'installer là. Et donc, à ce moment-là, vous avez dans les hyperpags, dans l'ensemble de la Méditerranée, dans ce qui concerne la Palestine, un regroupement sur les hauteurs. Vous avez la création en Palestine d'une grande Cisjordanie, constituée de villages de population dense, dense qui utilisent aussi de nouvelles méthodes agricoles. Bon, la classique méditerranéenne, les céréales,
l'Olivier, David, ça c'est la trilogie militaire. Mais en même temps qu'il perd pas, il y a le transfert colombien. Ce qu'on appelle le transfert colombien, c'est l'arrivée des cultures d'Amérique du Sud. Et d'autant plus facile que ces cultures d'Amérique du Sud, elles viennent généralement de régions andines. Donc elles sont adaptées au froid. Et donc c'est la tomate, le haricot, la pomme de terre, le maïs, etc. C'est l'arrivée en Palestine comme ailleurs. Alors il y a même des curiosités, puisqu'il semble que dans certaines régions du monde, le maïs colombien est arrivé plutôt au terme musulman qu'en terre chrétienne. Et donc quand il arrive ensuite en Europe, on appelle ça en Autriche, en Roumanie, et on appelle ça le blé turc. En fait, du maïs venu d'Amérique. Et ça vous donne aussi un bon sens que ceux qui vous font des discours de civilisation ne voient pas, par exemple, le transfert colombien s'opère à la même vitesse en terre d'islam comme en terre occidentale. Et qu'il n'y a pas de distinction culturelle là-dedans. Ouais. Donc la Palestine, c'est évidemment l'hypervague et le transfert colombien. Alors, à partir de 1750, autour d'Acre se changent les cartes, c'est-à-dire à ce moment-là, vous avez la création de ce qu'on a pu appeler un proto-État, sous la direction d'un chef bédouin, Cheikh Baïr al-Zaydani, qui progressivement établit une série de fermes fiscales qui l'amènent de Acre jusqu'à la Galilée, mais il déplaît aux Ottomans parce qu'il refuse de payer les Ottomans. Il ne joue pas le jeu, quoi. Et donc les Ottomans déchaînent contre lui, je passe ces épisodes, c'est un peu violent. Ils mettent en place un autre personnage encore plus effrayant, qui est Ahmed Pacha el-Jazar. Ahmed Pacha el-Jazar, c'est Jazar, évidemment le boucher, hein, c'est dire ses pratiques militaires, tout le monde a compris. C'est un dur. C'est lui qui arrêtera Bonaparte à Acre en 1799. Alors, là-dedans, il y a quelque chose qui se construit, c'est un axe nouveau qui va de Acre à la Galilée sur la Damas, et autour de l'axe donc Acre, Galilée, Damas, qui est contrôlé par le maître d'Acre, c'est-à-dire après Jazar, ses deux successeurs, qui sont des Mamelouks comme lui. Vous avez deux territoires qui sont sous la domination des maîtres d'Acre, qui deviendront d'un côté le Liban et de l'autre côté la Palestine. Mais tant que le verrou de Acre est là, vous ne pouvez pas avoir le développement de la Palestine et du Liban. Il faut attendre 1832 ou 33 quand Acre s'effondre devant l'offensive égyptienne menée par Ibrahim Pacha pour que le blocage d'Acre saute. Et à ce moment-là, l'espace syrien se restructure sur deux nouveaux axes. Le côté de Beyrouth, Damas, et le second, le Jaffa, Jérusalem. Et ce Jaffa-Jérusalem va devenir l'axe central qui va se développer sous le Sanjak de Jérusalem créé par les Ottomans pour les questions de Musa. Donc voilà à peu près le cadre. Alors le conflit lui-même pourrait être défini en 3 périodes, pour simplifier les choses. La première période, je l'appellerai la lutte pour la Palestine, puisque c'est la référence, c'est un livre célèbre d'un auteur américain, Euclidis, qui a été publié ici en 1949, qui s'appelle The Struggle for Palestine. C'est facile. Alors, point de départ en 1908, parce que c'est en 1908 que l'organisation sioniste s'installe pour la première fois à Jaffa. Avant, il y a la colonisation juive, mais elle n'est pas contrôlée par le mouvement sioniste, elle est dans un cadre différent de ce côté-là.
Donc 1908, et à partir de ce moment-là, 1908, révolution Jeune Dieu, naissance d'un mouvement antisioniste sur place, d'autant plus que si les sionistes disent on est là pour se faire l'amour, on s'aime bien, etc. Le problème, c'est que les Arabes s'aiment. Et en particulier, les journaux qui sont là, leurs auteurs lisent la presse européenne. Et donc, ils ont sous les yeux les comptes rendus des congrès sionistes. Donc, ils savent ce que veulent les sionistes. Et ce n'est pas les bonnes paroles qu'on a fait à Jaffa ou à Jérusalem, qui sont d'autres facteurs qui entrent en jeu, etc. 1917, la déclaration de Balfour. 1917-1918, la conquête britannique et l'établissement officiellement à partir de 1920 du mandat britannique sur la Palestine qui va durer jusqu'à 1948. La seconde phase va être appelée le conflit israélo-arabe. C'est ce que j'ai appris quand j'étais enfant, quand j'étais un conflit israélo-arabe. Pourquoi israélo-arabe? D'abord parce que les Palestiniens ont cherché des alliés arabes et musulmans. Ensuite, parce que à partir de 1948, ce sont les États arabes qui deviennent les acteurs du conflit. Et donc c'est la guerre de 48. Et les armistices de 1949, les armistices de Rhodes, vont créer des contentieux territoriaux qui peuvent être définis de deux natures. D'un côté, les voies maritimes, c'est-à-dire le canal de Suez et le golfe d'Aqaba, et ce qu'on appelle les zones démilitarisées, les DMZ, dont la plus importante est la DMZ entre Israéliens et Syriens. Soyons clairs, le conflit 56 et le 67 sont liés au contentieux des armistices de Rhodes. 56 sur largement sur Suez et Aqaba, et 67 sur la DMZ syrienne. Même s'il y a une réparation de l'identité palestinienne à partir des années 60. Et on peut boucler, disons, à 1973, avec le début du processus de paix, l'affaiblissement progressif du conflit israélo-arabe, mais qui existe encore plus ou moins, avec le transfert de flambeau vers les Palestiniens. Et donc en 1982, c'est la première guerre israélo-palestinienne au Liban. Et donc on est entré dans la nouvelle phase qui est le conflit israélo-palestinien sur lequel nous vivons encore, bien que les contentieux israélo-arabes existent par ailleurs à côté. Alors, quelle est la nature du conflit? C'est le côté, comment dire, biface du sionisme. D'un côté, c'est un mouvement d'émancipation nationale des peuples juifs, des communautés juives, mais de l'autre côté, c'est un mouvement colonial soutenu par l'impérialisme occidental. C'est la double dimension, l'une n'annule pas l'autre. Et de ce côté-là, on a un exemple classique de ce qu'on appelle en histoire une colonisation refoulement. C'est-à-dire on repousse l'indigène vers l'intérieur, on s'accapare les terres, etc. Simplement, problème, en Palestine, il y a deux terres. La première, c'est la terre terrestre, Dunam, après Dunam, comme on dit. Là-bas, il faut dire qu'une invention britannique à même extraordinaire, les Britanniques ont inventé le Dunam métrique. Donc, c'est un premier système métrique en Palestine, c'est un effet. Donc, pour mémoire, un dunam métrique, c'est un dixième d'hectare. Donc, vous avez le conflit sur la terre, la terre matérielle, géographique, et puis de l'autre côté, le conflit sur la terre sainte, parce que dès le départ, les lieux saints juifs et les lieux saints musulmans sont les mêmes. Et d'autre part, sur place, vous n'avez pas de sacré laïque. Vous savez, il y a deux types de sacré. Il y a le sacré national laïque, par exemple en France, l'Arc de Triomphe, le tombeau du soldat inconnu, les 35 000 monuments morts aux 40 000 monuments morts de la guerre de 14 et de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, c'est un sacré laïque que nous honorons tous les ans. Et puis, de l'autre côté, vous avez le sacré religieux.
On a vu le traumatisme que pour la France a été l'incendie de Notre-Dame. Vous avez les deux sacrés. Mais en Palestine, il n'y a qu'un seul sacré, qui est le sacré religieux. Et donc le national, c'est le même au sacré religieux, que vous soyez juif, arabe ou musulman. Ce qui rend les choses encore plus compliquées. Second point, nous avons ce qu'on appelle un jeu à soigneuse. C'est-à-dire le fait que le progrès de l'un se fait toujours au détriment de l'autre. Si la somme est 100, si quelqu'un a 46, il doit passer à 44. Et si celui qui a 46 doit passer à 47, ça implique que celui qui a 54 passe à 53. C'est ça un jeu à somme nulle. Et on a essayé depuis des décennies, depuis les Britanniques dans les années 30, d'essayer de casser la logique du jeu à somme nulle en proposant des aides économiques, etc. Ça n'a jamais fonctionné. Et je dirais à nos amis diplomates ici, il n'y a pas de risque que ça fonctionne dans la vie. Donc ça, c'est la dimension jeu à somme nulle, d'autant plus que les Ukrainiens procèdent par une politique systématique de fait accompli, qui est une politique, où ils ont même compris le meilleur de l'opération militaire, fait accompli en 1949. Donc c'est le tout dit. Et Suez était aussi lié à la et Suez, et surtout 67, c'était la remise en cause par la SEP d'un certain nombre de faits accomplis israéliens. Alors par là, nous avons d'un côté comme de l'autre un univers mental qui, pour simplifier les choses, s'est apparu en Europe à partir du 1er août 1914, c'est de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, qui est le culte du héros, le culte de la violence, et la restauration de la dignité humaine par la prise d'armes. C'est l'essentiel de la culture européenne à partir du 1er août 1914. Et la guerre des nations se transforme en guerre de classe chez Lénine et Staline. Mais c'est la même chose. C'est le culte du héros. Donc, ce qui nous intéresse, c'est si les Juifs qui arrivent d'Europe, en Palestine, sont là pour ne pas subir. Donc, ils prennent des armes et ils se battent pour restaurer leur dignité d'être humain. Mais du coup, les Palestiniens, avec le Fatah, l'OLP, etc., prennent des armes pour restaurer d'abord leur dignité. On est dans l'univers de l'héroïsme. Et si vous vous rappelez, pour les plus anciens, les chants révolutionnaires des années 50, enfin des années 60, 70, le Palestinien avec la Kalachnikov, etc., c'est tout à fait cela. C'était pour ça que l'argument central du mouvement national palestinien était la lutte armée. Il n'y avait pas d'autre solution que la lutte armée. Mais bon, les directions du Fatah qui contrôlaient le l'OLP savaient très bien, assez vite, que la lutte armée ne pourrait déboucher sur rien. Donc ils étaient pris dans un engrenage. Et donc la Serbie, juste avant de mourir, la Serbie, de toute façon, tu seras obligé un jour de trouver une solution avec les Israéliens. Oui, quelques semaines avant ça. Donc, vous allez avoir du côté palestinien la possibilité de passer à un partage de la Palestine en créant un État palestinien, mais c'est un processus très long qui s'échelonne entre 1970, Septembre Noir, et 1990, proclamation de l'État palestinien alger en décembre 1989, si mes souvenirs sont bons. Mais en même temps, le mouvement national palestinien, il ne peut survivre que par l'action. C'était la grande réussite d'Arafat, de maintenir le mouvement national en existence. Et ça, tous les Palestiniens lui en sont reconnaissants. Bien que je peux vous dire que les plus violentes attaques que j'ai jamais entendues dans ma vie contre Arafat viennent de milieux palestiniens. Et s'il existe une critique palestinienne violente d'Arafat, c'est bien chez les Palestiniens eux-mêmes. Donc, il y a
cette nécessité. Alors l'autre chose, c'est le valeur arabe. La région étant soumise à un jeu d'influence des puissances depuis la fin du XVIIIe siècle, à chaque fois que vous avez un système politique ouvert, le système politique ouvert répercute dans son sein toutes les divisions internationales parce qu'il y aurait toujours une puissance X, Y ou Z pour financer un mouvement politique. Donc, c'est ce que Nasser a expliqué à Nero, par exemple. Il disait, moi je ne peux pas laisser ouvrir des partis politiques compétitifs en Égypte parce qu'il y aura un parti qui sera financé par la Russie, un autre par les États-Unis, un troisième par l'Europe, et ainsi de suite. Et donc, Arafat avait créé un monopole politique, une hégémonie politique, parce qu'il avait réussi à capter la plus grande partie des fonds palestiniens qui étaient prélevés dans les pays du Golfe. Et donc, ça lui donnait sa marge d'indépendance. Et du coup, les compétiteurs d'Arafat, qui étaient plutôt à sa gauche, les FP, etc., étaient financés par soit la Syrie, soit l'Irak, soit un peu plus tard la Libye, puis ça changeait régulièrement de financier, etc. Mais cette valeur arabe, la dictature n'apparaît que comme seul moyen de défendre l'indépendance nationale. Et ça se retrouve dans les cas palestiniens. Et Arafat a toujours refusé. Il n'en avait pas les moyens par ailleurs, mais je pense que c'était plus profond chez lui. Arafat a toujours refusé de faire la méthode algérienne. Vous savez, le FLN, il a liquidé en tuant des milliers de personnes tous les compétiteurs algériens, le Saliage, etc. Donc, soit tu rentres au FLN, soit tu es mort. C'était pas tu es mort ou métaphore, tu es mort. Bon, Arafat n'a jamais voulu faire ça, il a toujours refusé la guerre civile, et comme il refusait la guerre civile, il achetait par l'argent, par la clientélisme, par des paiements divers, puisqu'il contrôlait l'argent. Donc, comme on disait en Palestine dans les années 90, Arafat n'est pas corrompu, il est corrupteur. Parce que lui-même ne gardait pas l'argent pour lui. Ça va marquer un peu d'argent dans les caisses, mais c'est tout. Arafat, il vivait comme un ascète. Mais l'argent était son moyen politique essentiel. Alors, passons, parce que je peux parler pendant des heures sur ce sujet, passons à un accord d'Oslo qui pose l'expérience gestionnaire de l'autorité palestinienne. Alors, évidemment, ça pose un certain nombre de difficultés d'abord parce que quand Arafat réinstalle le mouvement national en Palestine même, c'est déjà un exploration. C'est ça aussi, c'est le retour de la diaspora. Vous avez une Palestine en miettes. Et l'accord dit Oslo 2 va créer une division en 3 zones de la Palestine ABC, comme la Cisjordanie, qui est déjà en quelque sorte une destruction d'une possibilité de constitution d'un État palestinien. Et donc le processus d'Oslo dans lequel nous avons tous espéré a échoué. Et la raison fondamentale, c'est que Oslo n'a pas été une décolonisation. Ça ne pouvait marcher que si c'était une décolonisation, et ça n'a pas été le cas. Et ça a conduit à la seconde ultime. Alors là, Arafat, il s'est trouvé dans le dilemme impossible à résoudre, qui est est-ce que l'on peut être gestionnaire d'un espace d'une population, c'est-à-dire ouvrir des écoles, des hôpitaux, construire des économies, et ainsi de suite, et être en même temps un mouvement de résistance armée. Et l'expérience de la seconde intifada a montré que ce n'était pas possible. Donc, après la mort d'Arafat, on a Mahmoud Abbas Abou Mazen qui lui prend complètement le virage de l'expérience
gestionnaire. Parce que on ne peut pas être à la fois une résistance et une gestionnaire. Alors on a dit, les amis me disent oui, mais on peut trouver un partage du boulot comme au Liban. Le Hezbollah fait la lutte et l'État libanais fait la gestion de la société. Donc la résistance contrôle directement l'État, mais on laisse aux autres la gestion. Mais c'est pas possible. Là, ça nous conduit après la mort d'Arafat à la guerre civile palestinienne, la prise de pouvoir par le Hamas dans la bande de Gaza. Et si on peut le voir un parallélisme entre Israéliens et Palestiniens, c'est que les deux peuples glissent de plus en plus à partir de ce moment-là dans un radicalisme nationaliste religieux qui obère encore plus les chances de conciliation. Alors on nous accuse la pauvre autorité palestinienne d'incompétence. Oui, c'est vrai. D'abord parce que la principale motivation de l'autorité palestinienne, c'est de payer des salaires. Des salaires qui font vivre des milliers de familles. Donc on occupera des postes qui n'ont pas d'intérêt, sauf de permettre à la population palestinienne, une fraction importante de la population palestinienne, de vivre. Donc ça, c'est cet élément. Mais surtout, l'affaiblissement de l'autorité palestinienne est lié au fait qu'elle est incapable de protéger sa population par rapport aux ingérences israéliennes, aux attaques, etc. Quand vous avez un commando de l'armée israélienne qui entre dans une agglomération palestinienne, les policiers palestiniens sont bons. Ils ne défendent pas leurs habitants. Donc, il y a une dévalorisation des considérations de l'autorité palestinienne dans sa population, et cette déconsidération conduit l'autorité palestinienne à devenir une bonne dictature de type arabe classique. C'est-à-dire, soyons clairs, au Proche-Orient, on dit un État morabarat. Et c'est à peu près ce qui est en train de devenir l'autorité palestinienne. Alors on a la vanité de dire aujourd'hui il faut relever l'autorité palestinienne. Vous ne pourrez relever l'autorité palestinienne que si l'autorité palestinienne est dans la capacité de défendre ses habitants. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et je ne vois pas comment ça puisse devenir autrement. Le second point, c'est une bande de Gaza qui est tombée sur un mouvement de libération nationale ayant un discours et une pratique islamiste. Alors là, si je me permets une comparaison un peu osée, le Hamas se comporte comme le FLN algérien, avec un doublé ALN-FLN pour rappeler. Là, vous avez une branche armée et une branche civile du Hamas. Vous liquidez l'opposition, quelle qu'elle soit. Les gens qui étaient du Fatah, ils ont été tués au moment de la prise de pouvoir et puis ensuite marginalisés en Palestine avec l'ordre de Stèle. Ceux qui voulaient être encore plus radicaux, c'est-à-dire les salafistes de la bande de Gaza qui disaient on reconnaît l'autorité de l'État islamique, de Daesh. Le problème a été réglé, ils ont été liquidés physiquement par la masse. Vous avez les anciens partis d'opposition de gauche, FPP, etc., ils ont été satellisés par le Hamas au nom de la lutte armée. Et la seule autre force qui était capable de résister à l'autorité du Hamas, c'était les structures claniques de la bande de Gaza. Et là, après quelques exécutions bien senties, les clans ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'opposer au Hamas. C'est dans ce sens-là que je trouve que la comparaison historique avec le FLN est tout à fait réelle. Vous avez donc une discipline de fer, mais le Hamas va se retrouver dans le même piège. Peut-on être un gestionnaire de population ou une résistance armée? On essaie de faire les deux, mais ça ne marche pas. Parce qu'on nous tape dessus,
Et donc, à chaque fois, on décrit votre économie, vos écoles, vos universités, vos hôpitaux, etc. Donc, on est dans la situation. Et donc, le 7 octobre, et bien, clairement, c'est la branche armée qui l'a emporté sur la branche civile. Alors, pour conclure, qu'est-ce que c'est que ce conflit et pourquoi il nous préoccupe tant? D'abord parce que nous avons un conflit saturé d'histoire. Saturé d'histoire parce qu'on remonte à 3 millénaires, les naissances des religions, les lieux saints, mais aussi l'ombre terrifiante de la Shoah dans le monde occidental, la question de l'antisémitisme, et de l'autre côté, l'histoire coloniale, la domination européenne. C'est le dernier fragment colonial, impérial, à l'intérieur du monde arabe, et ainsi de suite. Donc, le conflit lui-même est un conflit dans une saturation d'histoire, avec un passé que j'ai expliqué dans mon livre est de plus en plus revécu au présent. Donc c'est ce que j'appelais jadis, il y a 2 ans, le passé imposé. D'où une situation curieuse. D'abord, vous avez une politisation religieuse des 2 côtés, de plus en plus forte, aussi bien du côté arabe musulman que du côté israélien juif. Mais ce qu'on peut caractériser la situation, c'est qu'on a 2 populations qui sont dans un corps à corps. Elles ne souhaitent que se séparer, mais elles savent que cette séparation est impossible. Et dans la mesure où la séparation est impossible, la violence se renforce. Et du coup, vous avez un phénomène de transfert qui est que l'ensemble des affects qui avaient été consacrés au peuple juif, au monde juif après 1945, maintenant c'est au peuple palestinien. Puisqu'ils sont encore à tort, on ne peut plus parler juifs sans parler palestiniens. Et en un sens, les Palestiniens sont devenus un peuple juif bis. C'est pour ça qu'on s'occupe d'eux, et qu'on ne s'occupe pas des Soudanais, ou des gens de RDC, ou des Yéménites, sur outils ou pas outils, etc. Donc un corps à corps, une violence permanente, un monde de haine, et plus le temps passe, plus la haine monte. Et alors, tout ça nous amène aux derniers aspects des choses. Je vous ai parlé de la culture des héros, de l'héroïsme qui était né le 1er août 1914 pour symboliser les choses. À partir de 1975-1980, le héros s'est effacé au profit de la victime. Un exemple parfait, c'est les Boat People qui ont brusquement concentré l'intérêt à la fin des années 1970. L'arrivée de l'univers de la victime crée un certain nombre de choses. D'abord, paradoxalement, une dépolitisation. Puisque vous ne regardez les gens qu'en termes de victimes et non pas en tant qu'acteurs. Et on a vu, par exemple, dans les guerres de Yougoslavie, des organisations humanitaires qui s'appelaient équilibre. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas parti pour la cause de l'un ou de l'autre, mais on était là pour apporter du soutien matériel et humain à des victimes. Dans l'ère des victimes, vous avez une image répétitive, ça je le dis depuis longtemps, je ne sais pas plus c'est une image répétitive qui est celle de l'enfant tué, du cadavre d'enfant. À l'époque des héros, on ne montre pas de cadavre d'enfant. Alors maintenant, depuis 1980, vous montrez de chaque côté tout cadavre d'enfant une fois que l'enfant a été tué par un acte de violence. Il suffit de voir les images affolantes qui nous sont arrivées de la bande de Gaza
Pour moi, elles sont très largement centrées sur les cadavres d'enfants, ce qui est vraiment une marque de l'ère des victimes. Et nous avons aussi, fondamentalement, dans les réactions internationales, des réactions qui ne sont pas de nature politique. Même si, évidemment, on appelle à une solution politique. Mais ce sont des positions morales. Et quand les étudiants en Occident manifestent pour la cause palestinienne, c'est au nom d'une exigence morale et non pas d'une partition politique. Comme dans ma jeunesse, on faisait la révolution, quand on faisait Oro, Chimie, Che Guevara, c'était une prise de position politique. Aujourd'hui, vous n'avez pas de position politique, vous avez un moralisme qui dit cette violence est insoutenable. Et donc il faut lutter contre cette violence. Et puis il faut en terminer avec l'idée que ce n'est pas un conflit de civilisation. Parce que si on admet que c'est un conflit de civilisation, on risque de généraliser les séparatismes, si j'ose dire, une expression. Et c'est bien justement là que les mouvements étudiants, en particulier dans le monde occidental, sont, je dirais pas sabateurs, oui, sont importants. Et ce moralisme est important parce qu'il permet de rejeter le discours que j'entends, y compris sur certains de mes collègues en France, qui trouvent que c'est un conflit de civilisation. Voilà. Alors, je terminerai par une blague palestinienne, plutôt chrétienne, mais ce qu'il faut, je l'ai entendu, ce sont les Palestiniens qui m'ont fait cette blague. C'est, en ce temps-là, Jésus décida de revenir en Galilée. Donc il arrive en Galilée, on lui apporta un paralytique, il le fit marcher. On lui a apporté un mort, il le ressuscita. Et on lui a apporté un Palestinien, il s'est mis à pleurer avec lui. Et c'est en même temps l'image de l'histoire, c'est ce qu'on appelait jadis le mot-clé. Et maintenant, cet humour, il a glissé chez les Palestiniens. Voilà, donc si vous pouvez, je ne sais pas si j'ai